Bonjour à tous et bienvenue sur Le Tilt, le podcast qui explore les nouvelles formes de travail et partage des idées et des outils à celles et ceux qui veulent réinventer leur vie professionnelle. Je suis Léa Audrin, coach et formatrice en transition de carrière, et mon but est de vous aider à déclencher votre tilt et naviguer entre les différentes phases de votre vie pro pour vous y épanouir pleinement. Un tilt, c'est une prise de conscience, un déclic grâce auquel un nouveau monde des possibles professionnels s'ouvre. Je vous partage des épisodes solo ou des interviews, au sein desquels je décortique des sujets autour de 3 thématiques clés: la transition professionnelle, la carrière et le futur du travail. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, @le.tilt, sur LinkedIn et bien sûr rejoindre ma newsletter pour accéder à davantage de contenu concret, pour impulser du changement dans votre vie pro et découvrir mes offres d'accompagnement. Pour ce faire, cliquez sur le lien en description de l'épisode. Je vous laisse avec ma conversation du jour. Bonne écoute! Aujourd'hui, sur Le Tilt, je reçois Océane, une ancienne cliente que j'ai eu la chance d'accompagner en coaching en 2023. Quand elle m'a contactée à l'époque, elle travaillait à la mairie de sa ville sur un poste qu'elle aimait profondément, le job rêvé sur le papier. Et pourtant, son élan s'était tari et elle ne voyait plus de perspective. Elle ne comprenait plus pourquoi elle se sentait vide, sans énergie, alors qu'elle avait coché toutes les cases de ses aspirations professionnelles. Alors pendant plusieurs mois, on a travaillé ensemble pour remettre du sens dans son parcours, redonner de la place à ses envies, à sa créativité, et surtout à créer un puzzle professionnel qui lui convienne mieux. Le résultat est vraiment inspirant. Océane a quitté la fonction publique, lancé Charlie Gribouille, sa marque d'illustration engagée et féministe, obtenu un 2e master, changé 2 fois de poste, oui, tout ça en 2 ans. En d'autres termes, elle s'est créée une carrière sur mesure et elle a trouvé sa propre manière de concilier engagement, stabilité et liberté. Dans cet épisode, Océane revient sur les coulisses de sa transition de carrière, sur les doutes et les tilts qui l'ont composée et sur ce que le coaching lui a permis de mettre en place et comment celui-ci a profondément changé son rapport au travail. Cette discussion a une saveur particulière pour moi parce qu'échanger avec Océane et la savoir aussi alignée et libre dans ses choix professionnels aujourd'hui me va vraiment droit au cœur et donne beaucoup de sens à mon propre travail. Bravo Océane, merci encore pour ta confiance et bonne route pour les prochains projets géniaux que tu mèneras. Bonne écoute! Salut Océane! Bonjour. Bienvenue sur Le Tilt. Merci. Je suis ravie de te recevoir à mon micro, Océane. Enfin! Il se trouve qu'on a travaillé ensemble. Je t'ai accompagnée en coaching en 2023. Ça a été un grand mouvement professionnel pour toi. Et depuis, il s'est passé énormément de choses dans ta carrière. Donc, je suis de loin tes actualités et je me suis dit, bon, allez, c'est le moment d'interviewer Océane sur tout son cheminement professionnel de ces dernières années. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet de ce que tu as fait de ta carrière, est-ce que tu peux nous dire qui tu es sans parler de ton travail, s'il te plaît? C'est pas la question la plus facile de. Alors, moi voilà, c'est Océane. Je suis quelqu'un de plutôt créative. Voilà, j'ai plein d'idées à la minute, à la journée, enfin vraiment sur tous les sujets possibles et imaginables. Je suis quelqu'un qui aime toucher à tout, que ce soit en termes de d'activités artistiques, du sport, dans la culture. Je suis vraiment très curieuse et j'aime bien essayer plein de choses. J'adore voyager. Je fais beaucoup de voyages, beaucoup plus depuis que j'ai fait mon coaching. On pourra peut-être en reparler. J'ai 2 chats que j'adore plus que tout, qui m'ont aussi inspirée pour ma reconversion. Je suis passionnée de lecture. Voilà, ça c'est vraiment ma passion depuis que je suis toute petite. La lecture, je lis énormément de livres et depuis quelques années, ça se concentre vraiment sur les livres autour du féminisme et des BD, les romans graphiques. J'adore ça. Je suis plutôt quelqu'un de militante, engagée sur des sujets écologie, féminisme, lutte des classes. Toute discrimination me rend dingue, donc j'essaye d'œuvrer à ma petite échelle. Et sinon, dernière passion, enfin pas dernière, mais en plein dans le sujet d'actualité, c'est les drag queens. Voilà, c'est un univers que j'adore, qui mêle un petit peu tout ce que j'aime, le militantisme, le politique, les paillettes, le show, l'humour. Donc voilà, grande passion pour les drag queens que j'admire de dingue.
J'adore cette palette de passion et d'intérêt que tu as. C'est toujours hyper intéressant d'en discuter avec toi. Alors, quand on s'est rencontrés, Océane, tu travaillais à la mairie de ta ville. Ça ressemblait à quoi ta vie professionnelle avant? Eh ben, ma vie professionnelle avant, c'était mon dream job, vraiment. En gros, c'était mon premier métier. Donc, je suis arrivée dans ma mairie quand j'avais 21 ou 22 ans. J'avais fait des petits boulots avant, service civique, voilà, mais ça, c'était vraiment mon vrai premier gros contrat. J'y ai commencé en tant qu'animatrice de quartier à mi-temps. Et puis, ça s'est plutôt bien passé. Donc, en fait, après, au bout de 2 ans, je suis passée sur un remplacement de congé mat chargé de culture. Donc, en fait, là, je suis arrivée à temps plein, où j'ai pu, du coup, être chargée de culture plus animatrice de quartier. Ensuite, au bout de 2 ans, je suis passée sur un poste de chargée de mission citoyenneté, où, du coup, là, vraiment, là, c'était plutôt sur toute la ville, enfin, s'occuper des projets citoyens, accompagner les habitants à réaliser leurs projets. Donc, enfin, c'était trop chouette parce que c'était jamais la même chose, en fait. Je voyais beaucoup de monde. Et ensuite, j'ai eu l'occasion de créer une structure, un espace de vie sociale. C'est un mini centre social, en gros, pour donner une idée. Et dans un quartier en politique de la ville. Et là, c'était vraiment le dream job parce que c'était une structure que j'avais pu imaginer et concevoir. On décidait du programme. J'avais une équipe, enfin voilà, avec qui ça se passait bien. C'était jamais la même chose tous les jours. Mes collègues me faisaient hyper confiance, ma direction aussi. J'avais une liberté totale dans mes projets. Enfin, vraiment, voilà, c'était génial. Et puis, alors, j'habitais aussi dans la ville pour laquelle je travaillais. Donc, vraiment, j'allais en vélo au boulot. Enfin, tu vois, tout était réuni pour avoir, et en plus, la fonction publique, qui est quand même aujourd'hui pour beaucoup de personnes un goal de sécurité. Et voilà, moi, j'avais réussi, j'avais passé des concours. Donc voilà, tout était vraiment au beau fixe. Et alors, qu'est-ce Et qui a été le grain de sable dans la machine? en fait, tous les 2 ans, je changeais de poste. Tu vois, je passais d'animatrice de quartier, chargée de culture, chargée de citoyenneté, responsable de l'EVS. Et responsable de l'EVS, en vrai, je pouvais pas monter plus, pour l'instant en tout cas. Et du coup, j'y suis restée 4 ans. Et je crois que ça a dépassé mes limites. Je suis pas faite pour rester sur un poste très longtemps. Et ça, je l'ai compris après avec le coaching. Voilà, c'était même si le programme était jamais le même, au final, il y avait quand même une redondance, tu vois, dans les années, parce que voilà, ça se passait toujours de la même manière, quoi. Janvier, février, les subventions, après tu lances le programme d'été, Halloween, enfin, voilà, il y avait une redondance quand même dans les projets. Et en même temps, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais j'avais beaucoup de mal à mettre un doigt dessus parce que c'était mon job idéal, tu vois. Enfin, moi, quand j'étais petite, je rêvais d'avoir une bibliothèque avec des jeux de société et où je pourrais faire plein de trucs. Et là, dans ma structure, on avait mis en place une bibliothèque, une ludothèque, un studio photo, télé, des ordinateurs. On pouvait faire de la cuisine, du sport. Enfin, vraiment, tout était possible. Et je me disais, bah, tu peux pas te plaindre. Ouais. C'est impossible. Il y avait une espèce d'incompréhension de en fait pourquoi je me sens comme ça alors que sur le papier ben c'est exactement ce que je recherchais. C'est ça. Et je me suis dit, bah, si ce que je recherchais me convient pas, est-ce qu'un jour je vais trouver quelque chose qui me convienne? Et du coup, ça a été, j'ai eu beaucoup de mal à l'accepter. Puis en plus, enfin voilà, c'était vraiment tu vois, ce sentiment d'appartenir à une famille. Tu travailles pour ta ville. En plus, moi, c'est la ville dans laquelle j'avais grandi, donc Mhm. tout un attachement aussi très particulier. Des habitants, bah voilà, que je connaissais depuis bientôt 10 ans, avec qui j'avais vu grandir leurs enfants. Waouh. T'as aussi Ouais, il tous y avait un ces, attachement ah ouais, émotionnel énorme. voire identitaire quoi, presque. Oui, c'est Très ça. fort. Mhm. Et du coup, je me disais, si je travaille plus ici, alors tu vois, en tant que fonctionnaire, tu peux aller travailler dans d'autres collectivités. Et en même temps, à chaque fois que je voyais d'autres offres, je me disais, mais c'est pas aussi bien que chez moi, quoi. Mhm. Et du coup, vraiment, j'avais très très peur de changer parce que je me suis dit, je serais incapable de trouver quelque chose d'aussi bien. Mais en même temps, je suis pas bien ici et je comprends pas pourquoi et j'arrivais vraiment pas à comprendre ce qui n'allait pas. Et c'était quoi les symptômes du coup qui te faisaient comprendre que t'étais plus bien dans cette situation-là? Bah déjà, ça s'est traduit par mon humeur générale. Tu vois, j'étais vraiment, mes collègues me disaient le petit rayon de soleil. Tu vois, j'arrivais, tu m'entendais de super loin parce que je parle fort, que je rigole beaucoup, et du coup, enfin, j'étais vraiment quelqu'un qui râlait pas, qui essaie toujours d'atténuer les tensions. Enfin voilà.
Et pour le coup, j'ai commencé à vraiment à m'éteindre petit à petit. Et moi, au début, je m'en suis pas trop rendu compte. Tu vois, tu mets ça sur le dos de la fatigue, t'as mal dormi, un projet un peu plus compliqué ou patati. Et puis en fait, ça a duré, ça a duré. Et puis en fait, j'ai commencé à faire que râler, à faire, enfin, tu vois, être beaucoup trop dans le négatif et ça me ressemblait pas du tout. Et tu vois, j'avais perdu cette petite étincelle, enfin, qui fait que je suis moi. Et, et, et j'ai commencé vraiment à me dire, ouais, c'est pas normal, quoi. Et vraiment, j'allais au boulot avec des pieds de plomb alors que le programme, il était chouette, hein, mais et que c'est moi en plus qui l'avais organisé. Mais il y a plus rien qui me donnait envie d'aller au boulot, à part quelques collègues. D'ailleurs, avec qui je suis toujours en contact, tu vois, à tel point c'est une famille, c'est vraiment les collègues, c'est important. Ouais, ça a été vraiment, au début, ça a été vraiment moral. Puis petit à petit, ça a été physique aussi, m'en rendre malade, mais j'identifiais pas trop le lien avec le travail. Tu vois, je faisais beaucoup, je me suis retrouvée 2 fois aux urgences pour des maux d'estomac parce que mais voilà, je me disais, ouais, c'est un truc que j'ai mangé, c'est parce que oui, je suis un peu stressée, mais ça va passer. Et à chaque fois, j'arrivais pas à faire le lien avec vraiment ce qui se passait au fond, quoi. Ouais, c'est dingue, ton corps, il a vraiment réagi, en fait. Ouais, mais je l'écoutais pas pour autant. Et ça m'a vraiment pris du temps. Parfois, tu sais, quand t'es dans dans ton quotidien, etc., c'est dur parfois de faire le lien entre un symptôme physique et une réalité quotidienne, tu vois, d'activité, de sensations, etc. Bah, c'est surtout aussi, tu vois, je pense que je voulais pas le voir parce que je refusais de me dire que le boulot que je faisais pouvait me mettre dans cet état-là tellement j'aimais mon boulot et que j'aimais la collectivité pour laquelle je travaillais. Je me suis dit, c'est impossible que ça me mette dans cet état-là. Pas moi. Tu vois, et puis en plus, enfin, tu sais, j'avais ce côté très, je peux y arriver toute seule, c'est bon, c'est pas ça qui va me mettre à terre, quoi. Ouais, Donc, parce qu'en fait, tu avais eu quand même une progression à la mairie qui était assez régulière, évidente presque, oui, dans l'évolution de tes responsabilités. Et donc là, le fait de ne pas pouvoir aller à l'étape d'après et j'imagine une envie de croissance quand même de ta part, une envie de oui, pouvoir évoluer, tester des choses. c'est ça. Est-ce que tu dirais que c'était une forme de perte de sens? Bah, je pense que moi, c'était une perte de sens. Alors, pas par rapport à mon travail, parce que je savais pourquoi je le faisais, et tu vois, c'était toujours dans l'intérêt des habitants et habitantes, mais c'était une perte de sens pour moi, parce que je savais pas où j'allais, et que je voyais plus de perspective d'avenir. Mhm. Et ça, c'est un truc vraiment, moi, si j'ai pas des objectifs, en fait, je me rends compte que je sais pas faire les choses. Il me faut une carotte, il me faut un objectif à atteindre. Et souvent, je mets toujours la barre un peu plus haute que la précédente. Et en plus, tu vois, dans mon boulot, on me disait toujours, quand on parlait de mon boulot, on me disait, ah, Océane, c'est une machine. Alors, je pense que pour beaucoup de personnes, c'était un compliment, sauf que ça te met une pression aussi de te dire que t'as pas le droit justement de, bah, la machine n'a pas le droit d'être en panne. Et donc, ça me mettait une pression. Et à chaque fois, je me dis, non, je vais y arriver, je vais y arriver. Et en plus, j'avais besoin d'y arriver toute seule. Tout ça, ça a fait que, voilà, j'en suis arrivée à un moment où j'ai dû dire stop. Et alors, du coup, dans quel état d'esprit tu étais quand tu m'as contacté? C'était à l'été 2023. Eh ben, l'été 2023, je suis partie en congé avec mon conjoint. Alors, ça faisait déjà plusieurs mois que j'écoutais tes podcasts. Mhm. J'étais tombée dessus via Instagram parce que bah, forcément, l'algorithme commençait à me montrer pas mal de trucs sur la reconversion professionnelle. Je suis tombée sur ton compte, j'ai commencé à écouter tes podcasts. Je les écoutais en boucle, vraiment. Ah. Et la nuit, tu sais, je m'endormais avec dans les C'est vrai? oreilles. Ah ouais, 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 ça. Et puis ça me faisait rêver, tu vois. Je me disais, ah, mais les gens, c'est ouf, ils ont eu un courage de dingue. En août 2023, avec mon conjoint, on part en vacances. On part en Bretagne, mon endroit préféré sur Terre. Et ça a été les pires vacances de toute ma vie parce que vraiment, j'étais lessivée, j'étais au bout. Et tu vois, en vacances, je suis quelqu'un de, voilà, j'aime bien découvrir, j'aime bien les marchés, j'aime bien bouger. Là, j'étais incapable vraiment de faire quoi que ce soit. Je me retenais de pleurer quasiment tout le temps. Mon mec a dû passer des vacances nulles, mais vraiment, il a été trop compréhensif. Et en fait, un matin, je me revois, je sors du lit, je remets un de tes podcasts, et à la fin, tu dis oui, si vous voulez faire un coaching avec moi, bah voilà la marche à suivre. Et je me suis dit bah vas-y, je vais regarder, ça coûte rien. Et j'ai regardé ton site, j'ai répondu à ton formulaire en mode vraiment, jamais elle va me recontacter parce que mais tu vois, vraiment tellement j'étais dans du négatif et ben, tu vois, je voyais pas de porte de sortie, quoi. Et après, j'ai reçu ton mail en me disant, ah, trop bien, bah, vas-y, on a qu'à s'appeler, on va en discuter. Et je suis genre, waouh, ok, là, il y a quelque chose qui se passe. Et rien que là, tu vois, ça m'a donné un petit espoir. Je me suis dit, il y a peut-être quelque chose qui va se passer et ça m'a permis de redémarrer un petit peu.
Et du coup, il y a eu cette première discussion toutes les deux. Ça a été quoi les attentes ou les peurs que tu as eues face à un éventuel coaching? Déjà j'avais peur de tout à ce moment-là parce que j'avais peur de quitter la mairie, j'avais peur de m'entendre dire que c'était mon dream job, donc en fait il y avait pas d'autres possibilités ou moins bien. J'avais peur de pas réussir à dépasser des blocages. Enfin voilà, je me suis dit ça va être hyper compliqué. Et en même temps j'attendais que quelqu'un vienne me bousculer et me faire prendre conscience de choses. Et tu vois, j'avais besoin, je pense, d'un regard extérieur parce que voilà, t'as tes amis, t'as tes collègues, mais c'est pas pareil, il y a pas ce regard extérieur et puis le côté t'as l'expérience et du coup je pense que j'avais vraiment besoin de quelqu'un qui me montre le chemin et qui me secoue un peu en me disant mais c'est possible en fait, tu peux y arriver. Ouais, je trouve que ce sujet du regard extérieur, il est très très important et aussi le regard objectif, tu vois, de quelqu'un qui connaît pas ta situation. Je dis toi, mais dans Ouais, l'absolu, tu vois, qui connaît pas ta situation et qui va pouvoir avoir un espèce de point neutre dans c'est les ça. discussions autour de ta situation professionnelle, en fait. C'est ça parce que du coup quand t'en parles avec tes amis, ils connaissent ta vie, ils connaissent tes collègues, ils disent bah oui mais ça te ressemble, c'est bien, ou alors ils disent bah vas-y quitte. Mais en fait tu dis ben oui mais il y a plein d'autres peurs derrière qui fait que je peux pas aujourd'hui. Et avec toi on a réussi à voilà à détricoter tout ça en prenant le temps et c'est ça dont j'avais besoin parce que oui en fait j'avais plein de peurs mais en fait avec toi on a pris peur par peur, on a regardé qu'est-ce qui se cachait derrière, quelles étaient les bonnes solutions à adopter face à ça. Et en fait, pour se rendre compte que la peur, au final, c'est juste ta propre peur et qu'en fait, elle est même pas forcément réelle. Mais quand c'est des gens qui te connaissent, qui te le disent, ça a pas le même effet, quoi. Et du coup, est-ce que tu as hésité à te faire accompagner à l'issue de ce premier échange qu'on a eu toutes les deux? Non, j'ai pas du tout hésité parce que ça faisait des mois que je t'écoutais, donc tu vois, enfin, je veux dire, je savais en tout cas la qualité de ton accompagnement, en tout cas que tu pouvais avoir dans tes réflexions. J'aimais bien ta manière d'être, en tout cas à travers tes podcasts. Et ça m'a juste conforté l'appel. Je me suis Hmm. dit, tu vois, c'était une des craintes, c'était de me dire peut-être que la personne que j'entends dans mes podcasts n'est pas la même que je vais voir en visio. Et pas du tout, pas du tout. Enfin, tu as réussi à me mettre à l'aise hyper vite. Tu as une posture où t'es pas du tout dans le jugement et t'es hyper bienveillante. Et du coup, ça m'a beaucoup rassurée. Et je veux dire, on a raccroché. J'ai juste fait mes comptes, tu vois, pour voir, pour m'organiser. Et j'ai dit, mais banco, quoi, j'y vais direct. Et pour moi, c'était une chance à saisir. Je pouvais pas passer à côté. Trop bien, génial. T'as bien fait parce que on a fait un gros travail après. Ah, c'est clair. Et alors, du coup, justement, maintenant, ça fait un moment que ton coaching, il a eu lieu. Je crois qu'on a terminé début 2024, si mes souvenirs sont bons. Ouais, c'est ça. On a fini en février 2024. Ouais, donc là, ça fait un moment que tu es sur le chemin. T'as même eu des changements professionnels entre-temps. Est-ce que tu saurais me dire ce qu'il te reste là, 1 an et demi après la fin de ton coaching, du travail qu'on a mené ensemble? Franchement, je dis pas ça pour mentir ou quoi, mais ça n'arrive pas. Je pense qu'il y a une semaine sans que j'utilise quelque chose du coaching ou une phrase que tu as pu me dire. La roue des émotions. Elle m'a vraiment beaucoup aidée et encore aujourd'hui, et je la montre à tout le monde. Toutes les Trop bien. personnes que je sens en difficulté, on travaille la roue des émotions parce que je trouve que moi, ça a été un outil qui m'a vraiment permis de mieux me comprendre, mieux cerner mes besoins et savoir ce que j'avais besoin de mettre en face. Et ça, pour moi, c'était vraiment le néant avant le coaching. Il y a eu aussi toute la partie où tu m'avais fait travailler sur comment les autres me voient. Où ça, du coup, c'est vrai que des fois, je relis et je reprends. Et ça fait vraiment, ça fait du bien. Tu vois, ça te rebooste quand même beaucoup de dire la manière dont je me vois n'est peut-être pas celle dont les autres me voient. Et après, c'est plein de petites phrases où tu m'avais appris à poser mes limites. Maintenant, je sais dire non. Et ça, c'est énorme. Yay! Je sais négocier aussi. Enfin voilà, Yes. c'est des petites choses comme ça, mais qui me servent vraiment autant dans ma vie pro que perso. Et Mm. ça, franchement, je regrette tellement pas mon coaching pour tout ça parce que quand je vois de où j'étais partie, toi-même tu sais, c'était vraiment très dur pour moi de savoir dire non et de poser des limites, quoi. Et aujourd'hui, ça me change la vie. Trop bien, trop bien. Savoir que ça infuse encore plusieurs Ah oui, oui, non, mais mois, carrément. années après, c'est génial. Et est-ce que tu te souviens, parce que du coup,
bon, tu le sais très bien parce que tu es passé par le process, mais moi, je propose que du coaching sur mesure. Et donc, la structure en fonction des personnes que j'accompagne peut varier, la structure de l'accompagnement. Est-ce que tu te souviens des chantiers, entre guillemets, qu'on a adressés ensemble? Bah, le truc, c'est qu'on avait commencé mon coaching pile au moment où je suis tombée en burn-out. Et je sais que du coup, tu t'étais adapté. On avait adapté le coaching et je crois, les 2, 3 premières séances, ça avait été beaucoup axé justement au prendre du temps pour toi, décrypter un peu tout ce qui se passe en toi et voilà. Et qu'est-ce qui te fait du bien à toi? Parce que voilà, j'avais même plus d'activité à côté de mon boulot avant parce que j'y arrivais plus. Et ça, je crois que ça a été le premier gros chantier qui m'a vraiment fait du bien. Et le deuxième, je dirais, alors il y en a eu plein d'autres, hein, mais les plus importants, ça a été enfin, du coup, on en viendra après, mais transformer l'illustration. Donc, transformer quelque chose qui me faisait du bien, le transformer en une activité et pas qu'un loisir. Et ça a été un déclic pour moi de me dire, mais en fait, ouais, on peut faire des choses, on peut mixer. Je suis pas obligée d'avoir que un seul boulot. Je peux avoir d'autres activités à côté. Et c'est ça aujourd'hui, moi, je pense, qui me permet d'avoir aussi un équilibre dans ma vie pro et perso. Ouais, je me souviens très bien qu'on avait beaucoup travaillé là-dessus, sur la notion de slash en fait. Oui, c'est ça. Sur le fait d'avoir un job salarié, potentiellement un side project ou un side business. Et alors, ta spécialité, Océane, quand même, il faut le dire à celles et ceux qui nous écoutent, c'est que Océane fait des masters comme si elle allait regarder un film au cinéma. Voilà, donc la première fois qu'on s'est eu au téléphone, tu m'as dit, ah oui, parce que là, je viens de terminer un master sur le genre, mais comme si tu avais été faire tes courses 3 minutes, quoi. Ah, j'étais là, bon, bah, très bien. Donc, il y a ça aussi, tu vois, dans ton équilibre, c'est quelque chose de très, très important. Et d'ailleurs, tu as Ouais. repris un master à la suite du coaching aussi. Oui, Donc voilà, tu vois, c'est ce puzzle où on parlait de side business, on parlait d'un projet, changer de CDI, reprendre des études, etc. Je me souviens très bien qu'on ait parlé de ça. Et je vais juste revenir sur un point que tu as dit parce que c'est très, très important, sur le burn-out. Tu dis oui, le moment où on a commencé le coaching, c'est le moment où effectivement le burn-out s'est déclaré. Très important. Moi, je n'accompagne pas les gens en plein burn-out. Il se trouve que ça s'est trouvé comme ça, mais ouais, quand ça se passe, il y a toujours besoin soit d'un médecin, soit d'un psy, soit les deux, tout à fait. en parallèle pour accompagner cette période parce que c'est important pour moi que les gens qui nous écoutent se disent pas que c'est un moment où le coaching va pouvoir les aider à se relever. Le travail qu'on a fait ensemble en coaching, c'est un travail qui est allé de pair avec ce que tu as fait avec ton médecin et aussi ce que tu as fait avec ton psy. Oui. Donc voilà, hyper important de noter ça. Et effectivement, nous, on a travaillé sur la partie ressourcement, comment y parvenir. Mais voilà, c'est un travail qu'on ne mène pas seul quand on est dans ces moments-là qui sont compliqués. Et donc, du coup, je reviens au chantier. Donc, ouais, il y a eu le ressourcement. Ensuite, il y a eu la partie où on a parlé de Charlie Gribouille, qui est ton Oui. side business d'illustration. Est-ce que tu te souviens d'autres chantiers qu'on a abordés ensemble ou pas? Et après, je pense du coup le plus compliqué a été la négociation salariale Oui. parce que ça a été horrible. Gros morceau. Oh là là, oui. Parce qu'il me semble, attends, si je me souviens bien, pendant le coaching, j'avais répondu à une offre d'emploi auquel, enfin voilà, j'avais eu des entretiens, on avait retravaillé tout ça, CV, lettre de motive ensemble. Et voilà, j'en étais arrivée au dernier entretien. Et il fallait négocier le salaire et tout. Et franchement, ça a été, et à chaque fois, je sais que tu revenais dessus en disant, mais non, mais il faut que tu demandes ça. Enfin, voilà, ta valeur, c'est ça, avec justement tout le bagage que tu as. Et je suis genre, mais pas du tout, mais pas du tout. Enfin, voilà, j'avais une image vraiment de moi. Et aujourd'hui, c'est des discussions aussi qu'on a. C'est qu'aujourd'hui, quand on est dans des métiers du social, les salaires sont tellement bas que quand on nous donne 1008, 1009, on est genre, on est riche. Alors que pas du tout. Mais en fait, nous, on a du coup une notion de salaire qui est tirée vers le bas. Et c'est très compliqué pour nous de nous dire qu'on pourrait un jour gagner plus et oser le demander. Et ça, c'est encore, déjà, c'est l'accepter, qu'on puisse gagner plus. Et ensuite, passer le cap de se dire, en plus, je suis légitime à demander cette augmentation de salaire ou ce salaire sans que ça fasse de moi quelqu'un de vénal, c'était beaucoup de schémas à déconstruire et de se dire, voilà, ça fait pas de moi une mauvaise personne, en fait. Ouais, exactement. C'est vrai que le travail sur l'argent, il est très important en coaching. Déjà sur la manière dont on peut opérer une transition professionnelle financièrement, parce que on se met pas dans une situation compliquée financièrement, sinon la transition pro, elle marche pas. Mais Oui, aussi tous les sujets qu'on a abordés ensemble sur la négo, etc. Ça vient challenger tellement notre rapport à l'argent
que en général, on le fait en parallèle. Mais après, on le fait aussi, on essaie de le structurer, tu vois. On va pas se dire, oh là là, ça c'est exactement le salaire que je veux. Il y a un marché de l'emploi avec des données à connaître pour pouvoir justifier ce qu'on demande. C'est hyper important. Mais tu vois, les chiffres qu'on avait discutés ensemble, aujourd'hui, c'est des chiffres qu'on me propose sans que j'ai à négocier. Et je me dis, bah oui, en fait, du coup, c'était pas du tout déconnant. Et en fait, oui, c'est juste, bah voilà, ce que je vois aujourd'hui sur le marché du travail. Mais voilà, on partait de tellement loin aussi moi avec tout ce que j'avais enregistré avant que ça me paraissait tellement compliqué. Alors qu'aujourd'hui, voilà, ça me paraît plus évident et plus simple, et aussi parce que je me sens un peu plus légitime, quoi. Trop bien. Et alors, du coup, quel résultat tu as obtenu avec ce travail? Du coup, avec le coaching, Ouais. ouais. Alors du coup, j'ai quitté mon emploi à la mairie. J'ai pris 8 mois pour moi me reposer. Donc voilà, parce que j'avais aussi des congés à poser et tout ça. Donc pareil, je me suis pas mise en difficulté financière, hein. C'était 8 mois où je savais que j'étais aussi en sécurité. Pendant ces 8 mois, j'ai pris du temps pour moi. J'ai constitué mon side business. Du coup, c'est là que Charlie Gribouille est né, mon auto-entreprise d'illustration. Quand j'ai eu de la chance aussi, c'est que quand j'ai annoncé que je quittais mon job, j'ai une asso partenaire avec qui je travaillais qui m'a tout de suite proposé de m'embaucher. Alors j'ai eu de la chance, oui et non, parce que ce qu'on a travaillé ensemble, c'est aussi que si j'ai eu de la chance, c'est parce que c'est tout mon travail qui aussi était reconnu. Donc voilà, ça m'a permis aussi de prendre 8 mois sans stress. Et donc j'ai commencé ce boulot dans l'association en septembre 2024. Et en plus ils m'ont pris en alternance, et donc j'ai pu faire un deuxième master, un master 2 en gestion territoriale et développement de tiers-lieux. Donc voilà. Et tout en continuant Charlie Gribouille. Donc j'ai pu faire des marchés, j'ai fait des expos, je suis dans des boutiques aujourd'hui. Et ça c'est un projet sur le côté, mais qui me donne une bouffée d'air au quotidien qui est trop génial. L'asso, c'était vraiment chouette parce que là, c'était un milieu qui était beaucoup plus militant. Tu vois, dans la fonction publique, tu as quand même un devoir de réserve qui t'oblige à pas mettre en avant tes idées. Là, dans l'asso, au contraire, on te demande, tu vois, d'être militant, et ça, c'est ce qui me manquait aussi au quotidien. Donc ça, c'était vraiment très chouette. Et donc aujourd'hui, donc là on est en août 2025, je viens de donner ma démission de cette association pour commencer un nouveau poste en septembre en tant que alors je sais même pas encore exactement l'intitulé de mon poste, on ne sait pas encore trop, mais en tout cas dans une école de travailleurs et travailleuses sociaux pour faire de la formation. C'était une des thématiques en plus qu'on avait abordé en coaching. Ouais. Et créer un tiers-lieu au sein de l'école. Et toujours avec cet aspect militant que j'adore. Et donc voilà, on est parti pour une nouvelle aventure en septembre. Bravo, hein. Franchement, je suis vraiment trop contente pour toi. Merci. Merci, parce que tout ça, je sais aussi que c'est avec le coaching qui m'a. Tu vois, là même de dire voilà, je fais un. Aujourd'hui, je me dis que les postes, même si j'y reste qu'un an, 2 ans, c'est pas grave, et que je peux avoir plein de vie professionnelle, et ça me fait plus peur. Alors qu'avant, tu vois, quitter un job, ça me terrorisait. Je me disais, tu vois, le contexte actuel et tout. Et aujourd'hui, je me dis, justement, vu le contexte actuel, autant se faire kiffer et aller là où on s'ennuie pas et prendre des risques. Et alors, comment ça t'est venu cette idée de management de tiers-lieu? Est-ce que c'est parce qu'on est venu te chercher, ou alors est-ce que c'est ton expérience à la mairie qui t'a vraiment amené sur cette voie-là? Comment c'est arrivé jusqu'à toi? C'est surtout l'expérience que j'ai eue à la mairie, parce que du coup, la structure dont j'étais responsable fonctionnait comme un tiers-lieu. Et donc, du coup, on savait que j'avais déjà l'expérience, que ça fonctionnait, ce que je faisais. Et donc, on est venu me chercher pour ça. On m'a proposé le master parce que c'est une reconnaissance d'avoir un master 2. Et moi, je dis jamais non à un diplôme, hein, donc j'adore ça. Elle en a 3. C'est ça j'ai 2 masters, okay. Mais c'est déjà pas mal. Hein. Ouais, c'est et du coup, voilà, j'y suis allée pour ça. Et je fais tu vois, je sais pas te dire si c'est ce que je ferai tout le temps. En tout cas, aujourd'hui, c'est dans ça que je me retrouve, et c'est des espaces que j'aime bien. Et c'est ce qu'on s'était dit en coaching, et tu vois, ça me parle encore, où j'ai l'impression que moi, j'aime bien initier des projets, et que quand ça roule, voilà, je peux partir faire autre chose et aller essaimer un peu ailleurs. Du coup, voilà, maintenant, je me mets plus une pression à me dire, si je crée un projet, il faut absolument que j'y reste et que je me saigne pour ce projet. Non, je peux le lancer, l'initier, et puis après, tant que ça roule, voilà, je peux le confier à quelqu'un d'autre et puis partir ailleurs.
leader, innovation. C'est génial. Franchement, c'est trop bien que tu arrives à décanter ce type d'opportunité-là. Parce qu'en fait, Oui. tu vas aussi te faire une signature. Tout à l'heure, on parlait en off, tu disais, tu es la star des tiers-lieux du Nord. Mais moi, j'y crois. Elle va Bon, faire. peut-être dans quelques années, mais On se fera un épisode 2 dans quelques années où tu me diras, oui, j'en ai fait 5. bah, après j'ai de la chance, c'est que du coup, tu vois, le master, on est plusieurs avec, enfin on est avec deux de mes collègues à l'avoir passé, et du coup on fait quand même une bonne équipe. Et du coup c'est vrai que ça aide aussi pour aller sur le territoire, et du coup on a chacun nos spécialités, et du coup mixer ça tous ensemble, enfin vraiment oui, on a moyen de faire des belles choses sur le territoire, et ça c'est plutôt cool. Génial. Donc, si vous êtes dans le Nord et que vous nous écoutez, allez suivre Océane sur Charlie Gribouille. Elle partage où est-ce qu'elle va pour ses illus, ce qu'elle fait professionnellement, etc. C'est ça. Trop bien. Et donc, Charlie Gribouille, alors, raconte-nous comment ce projet d'illustration féministe est né. Et ben ça a été vraiment un tilt pendant le coaching. En fait, tu m'avais demandé, voilà, de trouver des occupations qui me faisaient du bien, justement pour prendre du temps pour moi de ça. Et je m'étais remise au dessin. J'avais une tablette qu'on m'avait offert à mon anniversaire il y avait plus d'un an, que j'avais jamais utilisée parce que j'osais pas me lancer et tout. Et ben pendant mon arrêt, je me suis mise à dessiner parce que j'adorais ça avant. Puis j'ai commencé à les poster. Je dessinais des drag queens, tu vois, déjà les drag queens m'inspiraient. J'ai commencé à les poster sur Insta en me créant un compte Charlie Gribouille, parce que Charlie, du coup, c'est le nom de mon premier chat. Et Gribouille parce que je faisais des gribouillis. Donc je me suis dit, voilà, parfait, c'est un peu neutre. On va pas me reconnaître. Et j'ai commencé à les poster. Un jour, je me suis enfin lancée à te dire, ah, j'ai créé un truc. Et du coup, tu m'as encouragée là-dedans. Et en fait, dans mon coaching, quand je cherchais quoi faire, il y avait, je t'avais dit, je crois un jour, que je rêvais d'un jour de créer des cartes postales ou des stickers parce que j'adorais ce type d'objet. Et à côté, j'avais cette piste sur le féminisme, et je savais pas en quoi en faire, dans de la formation, tout ça. Et un jour, je sais pas comment, je me rappelle, je sais plus exactement, tu vois, mais je sais que ça m'a fait tilt. Et je me suis dit, mais pourquoi en fait je fais pas des illustrations féministes? Enfin, ça me paraissait Bien. tellement évident. Et du coup, je crois que la séance d'après, je t'ai dit, mais en fait, pourquoi je fais pas ça et tout? Et tu m'as dit, mais oui, vas-y. Et donc, c'est commencé de là. Et puis, en fait, un jour sur Insta, il y a quelqu'un qui m'a demandé, ah, bah, où est-ce que je peux acheter ton illustration? Et je suis genre, euh, je sais pas. Et donc, j'ai commencé, voilà, à faire imprimer quelques stickers et cartes postales, postuler un marché vraiment en mode, jamais ils vont me prendre. Enfin, vraiment, c'est pas possible. Et elles m'ont rappelé tout de suite en me disant, ah, mais on adore, on veut que tu sois là. Et là, je me suis dit, OK, il y a peut-être quelque chose à faire, vraiment. Et donc voilà, 2-3 mois après, j'ai créé vraiment la société Charlie Gribouille. Et puis depuis, c'est parti. Trop bien, j'adore. Je me souviens très bien du moment où tu démarchais les marchés, du coup, Mmh. et quand tu as eu cette première exposition, et après, on ne t'a plus arrêté. Ouais, c'est ça. Alors quand j'ai une idée quelque part, je l'ai pas ailleurs, hein. C'est clair, j'adore. Franchement, allez voir sur son compte Instagram. Moi, je pense que mon sticker préféré, c'est celui séparé l'homme de l'artiste à la hache. Il est sur Ouais, mon frigo depuis 2 ans. Et à chaque fois que je le vois, je me dis, c'est génial. mais celui-là, il plaît pas mal, ouais. Ouais, tu le vends beaucoup? Ouais, il plaît beaucoup aux filles, enfin aux femmes. Ouais. Les hommes le trouvent assez souvent violent sur les marchés parce qu'il y a du sang. Ah là là, c'est Aïe, un peu aïe, aïe. trash. Mais du coup, c'est trop bien parce que, et c'est le but de Charlie Gribouille, c'est, tu vois, c'est d'avoir plein de discussions sur les marchés, et c'est trop bien en plus quand tu as des hommes qui sont OK pour discuter, qui sont pas forcément déconstruits sur tous les sujets. Mhm. Et du coup, voilà, enfin, c'est ça que j'aime aussi, je crée mes illustrations, et du coup, moi, ça me fait beaucoup de bien de dessiner, de prendre du temps pour moi, de faire passer des messages qui me tiennent à cœur. Mhm. Et après, de rencontrer les gens sur les marchés, de voir que ça les fait marrer, de voir que ça les fait réagir, que ça leur parle, bah, enfin, voilà, moi, ça, c'est vraiment ce qui me fait du bien aujourd'hui. C'est quoi le sticker sous la carte que tu vends le plus? Ah, alors, j'ai une carte ou affiche, où c'est, attention, ici vit une féministe enragée, wokiste, enfin, voilà. C'est un peu, en fait, je l'ai imaginé vraiment comme les panneaux, attention, ici, chien méchant. Et celle-ci, elle cartonne de dingue. Trop bien, j'adore. Génial. Et alors, comment est-ce que tu as mis tout ça en place? Ça a été quoi les grandes étapes finalement pour que ce puzzle prenne vie? Alors, je pense que les 8 mois où j'ai pas travaillé, ça m'a beaucoup aidé parce que du coup, j'ai pu créer Charlie Gribouille tranquillement, voir un peu vraiment ce que je voulais, contacter des marchés, des boutiques,
Et voilà, je pense que si j'avais pas eu ces 8 mois que pour ça, j'aurais peut-être pas réussi, en tout cas peut-être pas aussi vite. Et ça m'a permis vraiment de poser des bases, peut-être pas solides, mais en tout cas qui tiennent pour l'instant. Et après, vraiment, ce qui m'a aidé, c'est d'avoir cette année là dans l'association où j'ai pu poser mes limites, savoir dire non et apprendre que dire non, ça fait pas de moi de quelqu'un de détestable et de fainéante. C'est juste, bah voilà, on a le droit de dire non et on respecte aussi ses horaires. Et en fait, tu vois, d'avoir Charlie Gribouille, bah, j'ai une raison aussi de me dire, bah non, voilà, là, il faut que je parte du boulot parce que j'ai ça aussi à côté à faire, j'ai des commandes à préparer, j'ai envie de dessiner. Voilà, ça m'a appris. Alors après, j'ai aussi appris pour ma vie perso, hein, mais cette année, elle m'a vraiment permis d'apprendre à équilibrer les choses. Est-ce que tu te souviens ce qui t'a le plus challengé dans ce moment de mise en place de ce puzzle professionnel? Ça, je pense que ça va être la légitimité. Tu vois, ça a été toujours le truc un peu compliqué, et surtout avec Charlie Gribouille, ces sentiments de pas être légitime, d'être là, mais de pas vraiment être à ta place ou de prendre la place de quelqu'un d'autre et de pas oser. Et en fait, Charlie Gribouille, ça me permet de vraiment de sortir de ma zone de confort. Alors que pourtant, c'est ma zone de confort parce qu'en fait, je vais dans des univers qui me parlent vraiment et dans lesquels je me sens safe, tu vois, les marchés féministes, des événements queer, des festivals de drag. C'est vraiment des événements où moi, je me sens bien et où je me sens à ma place. Mais tu as toujours un peu ce questionnement quand tu dois postuler à un marché, de te dire, ah, mais est-ce que ce que je fais, c'est assez bien? Est-ce que ça va plaire? Et en fait, j'ai appris à faire taire cette petite voix et à me dire, mais tente-le, en fait, t'as rien à perdre. Et au pire, ils te disent non. Et ça va pas remettre en cause ce que toi tu fais. Ça veut pas dire que ce que tu fais, c'est nul. Peut-être juste il y a pas de place. Peut-être juste c'est pas le meilleur endroit. Et avant, tu vois, ça, j'étais incapable. Je prenais tout très personnellement, très à cœur. Et aujourd'hui, j'arrive à faire la distinction. Mais il y a toujours cette petite voix quand même. Des fois, il faut que j'arrive à la faire taire. Mais ça, c'est de plus en plus facile, en tout cas, on va dire. Trop bien. Ça me fait penser à une phrase que un de mes proches m'avait dit il y a très longtemps, j'étais encore en études, où quand je passais, tu sais, des process de recrutement, j'avais toujours l'impression que c'était un peu de la chance. Mm. C'est ça. Quand j'étais en études et en début de carrière, je me faisais beaucoup cette réflexion et cette personne m'avait dit, mais tu sais, à partir du moment où ils disent oui, c'est que c'est leur responsabilité et c'est qu'ils voient en toi la compétence ou la manière de procéder qui est la bonne pour leurs besoins en fait. Et en fait, c'est ce que tu décris toi. C'est en fait, Oui. quand on te dit oui, c'est parce qu'on a regardé ton travail et qu'on a évalué que bah, ça a fité avec l'ADN de l'événement ou l'ADN du poste. Donc, C'est ça. Et tu vois, je veux dire, ça m'aide aussi dans le boulot parce que autant avec Charlie Gribouille, donc voilà, mais Charlie Gribouille, c'est que moi. Tu vois, j'engage pas d'autres personnes. C'est pas, voilà, je mets pas la responsabilité d'autres personnes. Que dans le boulot, bah t'as tes collègues. Du coup, tu vois, j'ai commencé à faire des formations où du coup, au début, bah pareil, je me disais mais je suis pas du tout légitime à faire ça. Enfin voilà. Et en fait, à chaque fois, je me dis bah si. En fait, t'as l'expérience. Alors voilà, t'as peut-être pas l'expérience académique. C'est sûr que je fais pas des formations très avec un très beau PowerPoint où c'est très lisse. Je parle naturellement, mais en tout cas, les gens me disent à chaque fois, bah au moins tu parles normal, on te comprend. Et ça et ça, tu vois, je me dis, bah en fait, ce que je pense des fois être une faiblesse, c'est peut-être plutôt une force pour d'autres personnes. Et en fait, je me dis, bah voilà, c'est tout. Je suis comme ça. Si après les gens ça leur convient pas, et bah c'est tout. J'irai voir ailleurs. Et puis en très bons termes. Et ouais. Et en fait, c'est ça, j'ai vachement appris à souffler et à prendre du recul sur tout ça. Mais ça reste challengeant quand même des fois. Toujours cette petite voix dans la tête. C'est sûr, mais de toute façon, c'est le travail, enfin, c'est un travail de longue haleine, hein, quand même. C'est ça. Arriver à cette détente absolue. Et puis aussi parce qu'il y a de l'émotionnel. Quand il y a une opportunité que tu as vraiment envie d'avoir, que tu t'y projettes, il y a tout le côté émotionnel, Oui. l'ambition que tu as envie d'accomplir qui entre en jeu aussi. Donc, c'est ça. donc, je comprends bien. Et puis je pense qu'il y a aussi le truc de tu vois autour de l'échec, de pas en faire quelque chose de personnel, même si ça l'est toujours un peu, mais te dire bah voilà, c'est pas parce que là j'ai échoué que la prochaine fois je vais échouer, et puis peut-être si j'ai échoué c'était pour une bonne raison et que ça m'apportera mieux après. Voilà, il y a tout ce travail aussi que j'ai appris à faire, de me dire bah voilà, t'as pas besoin d'être parfaite tout le temps et c'est ok comme ça quoi. Et est-ce que dans la mise en place de ce puzzle professionnel, tu te souviens de ce qui t'a donné de l'énergie pour le faire? Clairement Charlie Gribouille, parce que ça c'était vraiment un truc qui
je sais même pas si je pourrais te dire un rêve, tellement je pense que je me l'autorisais pas de me dire que c'était quelque chose que je serais capable de faire. Et en tout cas, bien si j'étais capable de créer des stickers, mais à aucun moment j'imaginais que des gens seraient prêts à les acheter. Et du coup, ça m'a donné beaucoup d'énergie. Et aujourd'hui encore, tu vois, il y a des moments où je me dis, ouais, non, faut que j'arrête, c'est pas possible, enfin, c'est pas ouf. Enfin, tu vois, t'as toujours des jours un peu down, voilà. Et je sais pas comment les gens, des fois, tu reçois un message d'une personne qui vient d'aller dans telle boutique et elle te dit, elle commence à te suivre et elle te dit, ah, je viens de découvrir ton boulot, mais surtout ne t'arrête jamais, continue. Et t'es genre, oh mon Dieu, c'est trop mignon. Ça Et met tu de vois, ça fait trop l'essence, quoi, dans la plaisir. machine, en fait. Ouais. Exactement. Et tu dis, bah, en fait, ce que je fais, ça parle à des gens. Même si c'est qu'à une personne, ben, en fait, ça me fait trop plaisir parce que moi, ce que je crée, c'est les choses que je trouvais pas Mhm. en magasin pour bah, afficher mes idées, afficher mes valeurs, envoyer à mes potes pour les faire marrer. Que ça plaise à d'autres personnes, bah, ça me fait trop plaisir. Et ça, c'est ce qui me motive un peu tous les jours. Et puis, tu fais avancer tes luttes aussi. Ouais, j'espère. J'espère en propageant la bonne parole petit à petit, sticker par C'est sticker. ça, en déclenchant les conversations, la prise de conscience sur les sujets et tout. Ouais, C'est des stickers, mais c'est des supports, en fait. C'est ce que tu disais tout à l'heure. c'est ça. Mhm. C'est ça. Là, tu vois, au boulot, c'est trop marrant parce que bon, on a beaucoup de stagiaires et des stagiaires qui sont clairement pas déconstruits sur ces sujets-là et tu les vois avec leur PC portable avec un sticker bois mes règles dessus et tu te dis c'est improbable. Tu te dis c'est totalement improbable que ce sticker soit arrivé sur ce PC-là et qu'on ait eu la discussion sur les règles avec un gamin de 17 ans qui trouvait ça dégoûtant et que là aujourd'hui il l'affiche sur son truc. Donc oui, c'est vrai qu'il Sa y a des mère en moments où tu dis rentrant chez lui. Mais qu'est-ce que c'est? c'est ça. Mais voilà, J'adore. c'est vrai que oui, des fois, ça permet d'avoir des discussions et ça, c'est chouette. Trop bien, génial. C'est vrai que le bois Mérec Bolos, il est vraiment bien aussi. J'adore. On aime ou on Moi, déteste, ça dépend. j'adore. Moi, je suis fan, tu l'as compris. Et du coup, maintenant, ça fait 1 an et demi que tu es sur cette nouvelle voie. Donc là, tu nous disais, tu as changé de boulot une fois, tu as fait ton alternance, là, tu as un nouveau boulot qui arrive en septembre. Tu as Charlie Gribouille qui est en place, tu as eu ton master, il s'est passé énormément de choses. Est-ce que tu dirais que ton rapport au travail a changé? Totalement. Totalement. Vraiment, avant, j'avais cette vision du travail comme une mission de vie. Et tu vois, pour moi, mon travail, c'était mon identité. On a beaucoup travaillé sur ça. D'ailleurs, aussi, déconstruire le fait que mon travail, ce soit moi seulement et que ça. Aujourd'hui, mon travail, c'est une activité dans ma journée qui fait 9h-17h. À 17h, il n'y a plus. Alors qu'avant, j'étais incapable de passer à autre chose. Voilà, je savais pas poser de limites parce que je sais pas, j'avais cette idée du travail qui te représente et qui doit t'habiter jour et nuit, quoi. Et aujourd'hui, c'est plus le cas. Hmm. Aujourd'hui, voilà, mon travail, c'est un contrat qui a des limites et qui m'apporte mon salaire pour me permettre de vivre d'autres choses à côté. Mhm. Euh, voilà, tu vois, au début, mon salaire m'aidait à commencer Charlie Gribouille. Ça me permet de faire des projets, voilà. Tu vois, aujourd'hui, je fais beaucoup plus de colo aussi. Oui, alors attends, parce que raconte-nous. Parce que du coup, des fois sur Alors, Instagram, je vois que tu es à l'étranger en tant qu'animatrice colo. ouais, c'est ça. Alors déjà, avant, je travaillais à ma mairie, j'avais la chance de pouvoir partir en colo. Donc, je posais mes congés et pendant mes congés, j'allais travailler, faire des colos. Au début, des petites colos en France et en Europe, voilà, Angleterre, Espagne, Grèce, ce qui est déjà très très cool. Et là, en fait, pendant que j'ai arrêté, quand j'étais pendant les 8 mois, Mhm. parce qu'en fait, après, à force, tu vois, quand j'étais responsable de l'EVS, bah, à un moment, les vacances, c'est aussi la période où c'est la plus chargée. Mhm. Donc, j'avais dû arrêter les colos et je pense que ça me manquait énormément de plus avoir ce sas de décompression. Et du coup, pendant mon arrêt, enfin, les 8 mois où j'ai arrêté de travailler, j'ai pu recommencer des colos. Et vraiment par hasard, pareil, à un coup de fil, mon directeur qui me dit par hasard, si tu serais pas dispo, et du coup, je dis, bah si, je suis là. Et je sais pas où on va, mais je suis là. Et là, il me sort, bah on va en Corée du Sud. Et je suis genre, mais what? Et Incroyable, du coup, j'ai dit, mais oui, voilà, j'avais jamais même pensé à aller dans ce pays un jour. Et en fait, depuis, bah voilà, je suis repartie en colo quasiment à chaque vacances. Donc j'ai incroyable. fait ouais, on est parti en Corée, en Thaïlande, au Brésil. Là, on revient de Londres. Euh, Waouh, ouais, incroyable. c'est Mais ça, trop fou. Et tu vois, ça fait partie de ton puzzle, hein. ouais. Et en fait, je me rendais pas compte à quel point ça me manquait. Mm.
d'avoir ce sas de décompression, de partir. Alors même si ça reste du boulot et c'est hyper fatigant l'écolo, hein, même si tout le monde nous dit vous êtes en vacances. Non, on travaille vraiment. C'est hyper fatigant, mais en même temps ça t'apporte. Enfin moi tu vois, ça me manquait de voyager vraiment beaucoup. Je m'étais interdit de voyager aussi par conviction écolo. Donc c'est vrai que quand moi je voyage personnellement, par contre, on prend que du covoit ou des trains. On essaye de limiter au max. Bah voilà, j'ai accepté là de refaire des colos parce que je sentais que c'était quelque chose qui me manquait pour mon équilibre, pour satisfaire ma curiosité, mon besoin d'aller voir ailleurs. Et ça fait vachement de bien. Et bah là, l'association a accepté que je le refasse aussi. Mon prochain employeur, j'en ai déjà discuté trop bien, également. J'allais te demander. Ouais, tu leur as dit. Ouais, c'est dans mes conditions, tu vois. Maintenant, dès que je négocie, c'est l'écolo, c'est Charlie Gribouille. Voilà, c'est annoncé tout de suite. Et du coup, ouais, voilà, tu vois, mon rapport à travail a totalement changé parce qu'avant, je mettais tous mes œufs dans le même panier en mode, il faut que ça, là, ce soit parfait et il faut que je donne tout pour ça. Et aujourd'hui, bah voilà, j'ai mis un peu partout et je donne juste ce qu'il faut. Enfin, j'essaye, en tout cas, de répartir pour pouvoir, satisfaire toutes les autres parties. Incroyable. Une forme d'équilibre, en fait. C'est ça. Mais bravo! Mais merci à toi. C'est grâce à tout le coaching qu'on a fait, je pense que j'en suis là aujourd'hui. C'est gentil, mais c'est toi qui as fait le taf. Moi, je dis toujours, je donne le cadre. Bien accompagné. Je donne le cadre et après, c'est vous qui faites. Donc, franchement, impressionnant. Impressionnant. J'adore. Alors, où est-ce qu'on peut se procurer tes illus? Alors, sur mon e-shop, sur ma page Instagram. Sinon, je suis dans 2 boutiques à Lille, Grand Place de Lille, donc c'est Place des Patronnes, une boutique merveilleuse qui m'a donné ma chance aussi. Tu vois, je suis trop contente d'avoir pu rencontrer des personnes comme ça qui m'ont accepté et ça a été la première boutique et pourtant c'est une grosse boutique. Et une autre boutique tout aussi géniale à Seclin qui s'appelle Mains et Merveilles, qui est tenue par Céline et pareil, c'est une femme. Tu vois, c'est des femmes inspirantes comme ça. Tu te dis punaise, mais il en faut plus des comme ça parce que c'est trop bien qu'ils donnent leur chance pareil à plein d'artistes, à plein de créateurs et de créatrices et après sur plein de marchés sur du coup Lille souvent, Paris aussi, je commence à aller de plus en plus sur Paris et ça c'est trop chouette. Tout est sur Insta. Et alors, je sais que donc tu es une grande lectrice. Est-ce que il y a un livre ou une BD ou un roman graphique qui t'a aidé dans les sujets autour du travail? Alors, je sais qu'on m'avait offert un bouquin. C'était mon DGS de ma mairie quand je suis partie, qui m'avait offert cette BD qui s'appelle Césure. Alors, je n'ai plus les autrices ou auteurs en tête. C'est une BD et c'était justement sur cette pause, tu vois, le besoin d'aller voir ailleurs, de prendre du temps pour soi. Et du coup, elle m'avait fait beaucoup de bien, cette BD, et ça m'avait donné justement envie de voyager et de reprendre du temps. Donc, celle-ci était très chouette. Césure de Laure Garancher. 5 femmes partagent leurs désirs Ouais, d'ailleurs. c'est ça. Ouais, il était très chouette, très agréable à lire. Et après, sur le rapport à l'argent, comme on parlait de l'argent, il y a un livre de Titiou Lecoq, Les couples et l'argent, pareil, j'ai plus exactement le titre, qui est trop génial pour justement déconstruire son rapport à l'argent en tant que femme. Et il se lit trop bien, et c'est vraiment de l'enfance à la retraite, comment nous, en tant que femmes, on doit aussi être vigilante à notre manière d'apprivoiser l'argent et dans nos relations hétérosexuelles dans la plupart du temps où on se fait parfois un petit peu avoir. Et du coup, je trouve que dans mon rapport à l'argent, il y avait ce livre aussi qui m'avait beaucoup aidé. Et est-ce que tu as un dernier conseil à partager à celles et ceux qui sont justement dans des questionnements professionnels importants, comme ceux que tu as traversés il y a 2 ans? Alors déjà, si vous hésitez à faire un coaching avec Léa, n'hésitez pas. C'est gentil. Et moi, aujourd'hui, ce que j'utilise, c'est de savoir, en gros, je pose la question à la moi de 8 ans, est-ce qu'elle serait fière de ce que je vais tenter ou de ce que j'ai fait? Est-ce qu'elle serait fière? Et si elle l'est, c'est un très bon signal. Et est-ce que la moi de 80 ans ne regrettera pas d'avoir tenté ou de pas... Enfin voilà, tu vois, je pose la question à ces 2 mois du passé et du futur pour savoir un peu... et souvent, ça me guide plutôt bien. Pour l'instant, ça me réussit pas mal. Et alors, la question signature du podcast, que du coup tu dois connaître puisque tu as écouté certains épisodes du Tilt, c'est si tu pouvais constituer ton board de rêve dans lequel tu convierais 3 personnes, personnalités, entrepreneurs pour te conseiller tout au long de ta carrière, qui est-ce que tu mettrais dedans? Ça a été horrible de réfléchir à cette question parce qu'en fait, c'était assez ambigu pour moi. Autant j'ai pas beaucoup de rôle modèle, tu vois, identifié, mais j'ai plein de personnes autour de moi qui m'inspirent, tu vois, au quotidien.
Mais alors voilà, j'ai essayé de jouer le jeu pour la question. J'avais pensé du coup à Louise Michel parce que du coup j'ai créé un festival féministe autour d'elle et que du coup je serais très curieuse et j'aurais beaucoup de questions à lui poser. Voilà, c'était une militante anarchiste et qui partageait beaucoup son savoir dans des conférences, des formations pour tout le monde. Du coup voilà, je serais très curieuse de la voir à la table. Après, plutôt sur tout ce qui est côté carrière, je l'appellerais Nikki Doll. Donc, tu vois, c'est une drag queen française qui présente Drag Race France en ce moment. Et c'était la première drag queen française qui est apparue dans l'émission américaine. Et pareil, qui a pris des risques, qui est partie aux États-Unis pour se tester. Et aujourd'hui, c'est une artiste dans tellement de disciplines, tu vois, dans la télé, dans les shows, musique, égérie de mode. Elle a créé un livre aussi. Enfin, du coup, voilà, je me dis dans tout le côté très plurimédia et de rester soi-même et d'afficher sa différence, ça me plaisait pas mal. Et alors après, parce que sinon je sais que toutes mes potes vont me dire que je suis qu'une menteuse si je n'invite pas cette personne, Nicolas Sirkis, parce que c'est le chanteur d'Indochine, carrière de 40 ans. C'est vrai. Et je me dis, ça se respecte. Pareil, militant engagé sur tous les droits LGBT, les droits des femmes, les droits des minorités à travers le monde. Du coup, voilà, je me dis sur la longévité de ta carrière, ça peut être pas mal. Et ma meilleure pote, toujours, parce que si Ça elle fait n'était pas plaisir. là, ouais, voilà, sans elle qui me bouge au quotidien, ça serait compliqué. Donc, Superbe ce board. Ça te va très bien. ouais, il me ressemble, en tout cas. Génial. Écoute, Océane, vraiment un très très grand merci d'être venue raconter tes 2 dernières années professionnelles à mon micro. J'étais trop contente de t'inviter et cette discussion me fait trop plaisir. Voilà. Bah, merci à toi. Enfin, franchement, je pourrais pas te dire assez merci, je pense, et C'est que moi qui te dis à merci. chaque changement pro, je pense à toi. Je me dis merci Léa, Trop sympa. parce que ça a été quand même pas mal de déclics avec toi, donc merci beaucoup. Avec grand plaisir, merci à toi. Et je te souhaite plein de succès pour ta prochaine étape là en septembre. Et puis bien Merci. évidemment plein de beaux marchés, de beaux projets avec Charlie Gribouille. Oui, Et plein de colos. oui, parfait. Merci. Merci Océane, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode du Tilt avec Océane Ten. J'espère que son parcours vous aura inspiré. C'est une très belle démonstration qu'on peut vraiment se réinventer sans tout plaquer en avançant pas à pas avec du courage, de la méthode et beaucoup de cœur. Si vous traversez vous aussi une période de questionnement professionnel ou que vous sentez qu'un nouveau chapitre s'invite dans votre carrière, je vous invite à découvrir mes accompagnements dont le lien est dans la description de cet épisode ou sur letilt.com. Merci encore à Océane pour sa confiance et à vous pour votre écoute fidèle et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode du Tilt. À bientôt.